Ah, l'État. On n'y pense pas vraiment, n'est-ce pas? Il est là, il fait partie du décor, on le prend pour acquis. Mais est-ce que cette institution est vraiment logique? Est-ce qu'elle tient la route quand on y regarde de plus près? Et si, en grattant un peu le vernis, tout l'édifice s'effondrait sur lui-même? C'est le voyage un peu vertigineux qu'on va faire ensemble. Un cercle carré, rien que l'expression fait tiquer. C'est absurde, c'est une contradiction fondamentale. L'idée ici, c'est de se demander si l'État ne serait pas au fond un concept du même genre, une idée qui semble cohérente en surface, mais qui, une fois passée sous le microscope de la logique pure, se révèle être un paradoxe. Allez, on se lance dans ce petit test. Bon, avant de plonger tête la première dans la philosophie, partons de notre quotidien. La sécurité qui semble parfois défaillante, les hôpitaux au bord de la crise de nerfs, ces diplômes qui ne mènent nulle part, les embouteillages de tous les jours, le coût de la vie qui grimpe. Bref, toutes ces frustrations que l'on peut ressentir sont souvent le point de départ de ce questionnement sur le rôle et, disons-le, l'efficacité de l'État. Premier test logique, celui de la nature humaine. L'argument qu'on entend le plus souvent pour justifier l'État, c'est qu'il est là pour nous protéger de nous-mêmes, que sans lui, ce serait le chaos. Mais est-ce que cette justification est vraiment solide, peu importe ce qu'on pense fondamentalement d'être humain? Voyons voir. Pour simplifier, prenons les deux cas extrêmes. Première hypothèse, les gens sont bons. S'ils font naturellement le bien, pourquoi aurait-on besoin d'une structure pour les forcer à bien agir? L'État devient tout simplement inutile. Maintenant, seconde hypothèse, les gens sont mauvais. Alors là, l'idée de donner le monopole du pouvoir à certains de ces gens mauvais pour qu'ils dirigent tous les autres, ça devient carrément une idée dangereuse. Dans un cas comme dans l'autre, selon cette logique, l'État ne semble pas être la solution. Bien sûr, la réalité est plus nuancée. Alors, imaginons une majorité de gens bien et une petite minorité de gens mauvais. Le problème, selon cet argument, c'est que cette minorité sera toujours la plus motivée à prendre le pouvoir et finira par corrompre tout le système. Maintenant, inversons. Une majorité de gens mauvais et une minorité de bons. Le gouvernement qui en sortira sera logiquement un véritable cauchemar pour cette minorité. On a beau retourner le problème, la conclusion semble toujours la même. L'État est soit inutile, soit une véritable menace. Passons à un deuxième test, qui s'attaque au cœur du réacteur. La mission la plus essentielle de l'État, la protection de la propriété. L'État nous promet de nous protéger des voleurs. Mais la question cruciale, c'est comment finance-t-il cette protection? C'est là qu'une autre contradiction pourrait bien se cacher. Le mot au centre de tout ça, c'est impôt. Son origine même est parlante. Ça vient du verbe « imposer ». Ce n'est pas un paiement qu'on choisit de faire, comme quand on achète un produit au magasin. C'est un prélèvement obligatoire qui est soutenu par la menace d'une sanction si on refuse de payer. La différence est de taille. Pour illustrer ça, prenons une petite analogie. Imaginez qu'un voleur vous prenne votre argent. Puis, quelques jours plus tard, il revient et, avec cet argent, il vous fait un cadeau. Est-ce que ce cadeau, aussi généreux soit-il, change la nature de l'acte de départ? Est-ce que le vol n'est plus un vol? La réponse semble évidente. Et c'est ça la contradiction centrale qui est pointée du doigt. L'État prétend nous protéger du vol, mais pour y parvenir, il se finance via l'impôt qui est défini comme une prise de propriété non consensuelle. En d'autres termes, l'État commet lui-même l'acte contre lequel il est censé nous défendre. Il n'élimine pas le vol, il s'en donne le monopole. Et cette ligne de pensée nous amène à une conclusion pour le moins provocatrice, une formule choc qui résume tout. L'État est une mafia qui a réussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire une mafia qui a réussi? Décortiquons l'analogie. Une mafia classique, c'est quoi? Elle contrôle un territoire, elle impose un tribut pour une soi-disant protection, et elle est la seule à pouvoir y exercer la violence. Selon cette critique, l'État fonctionnerait sur ce même modèle, mais en ajoutant une couche de légitimité en fournissant des services en retour. Bon, à ce moment précis, il y a forcément une objection qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est l'argument massu. Ok, d'accord, mais sans l'État, qui va construire les routes, qui va gérer les hôpitaux? On en a besoin, non? C'est l'objection de l'utilité, et c'est la plus puissante. La réponse de cette philosophie est une analogie historique et elle est volontairement choquante. Elle compare l'argument « on a besoin de l'État pour les routes » à l'argument qu'on utilisait autrefois « on a besoin de l'esclavage pour le coton ». Le but n'est pas de comparer les deux situations, mais la structure de l'argument. Dans les deux cas, on utilise le confort ou l'utilité pour la majorité afin de justifier ce qui est présenté comme une injustice éthique fondamentale. L'idée, c'est que la morale devrait toujours passer avant le pragmatisme. Et ça change complètement le débat. La question n'est plus une question technique du type « comment on va faire pour les routes ?» La question devient d'abord et avant tout une question morale. Est-ce qu'on doit d'abord mettre fin à l'injustice? De ce point de vue, la priorité absolue est de cesser l'agression. Les solutions pratiques pour organiser la société, elles viendront ensuite, sur une base saine et volontaire. Alors, si on suit cette logique jusqu'au bout et qu'on rejette l'idée même de l'État, qu'est-ce qu'on met à la place? Il faut bien des règles pour vivre en société. Quelle pourrait être la règle fondamentale? L'alternative qui est proposée repose sur un unique principe, un seul pilier éthique,
la non-agression. La règle du jeu serait limpide. Il est interdit d'initier la force ou le vol contre quelqu'un d'autre. La seule chose autorisée, c'est de se défendre. C'est tout. À partir de là, toutes les interactions sociales, économiques, tout devrait être basé sur le volontariat et le consentement mutuel. Et on termine sur cette question qui finalement résume tout le propos. Ce n'est pas une question de faisabilité, mais une question de principe. Pour bâtir une société qu'on estime juste, est-ce que la toute première étape, l'étape non négociable, ne serait pas de renoncer à l'agression comme outil d'organisation ? La réflexion est lancée.